C'est assez fou quand on y pense. Une seule trace, parfois complètement invisible, peut suffire à résoudre le plus complexe des crimes. C'est toute la puissance de l'ADN en criminalistique. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Souvent, tout part d'une petite erreur, un truc anodin. Tenez, prenons une histoire, celle d'un simple chewing-gum, et on va voir que ça illustre parfaitement la puissance de cette technologie. Alors là, on a des braqueurs qui se croient malins. Ils avaient tout prévu, mais vraiment tout. Les cagoules, les gants, ils ont même cramé la voiture pour effacer les traces. Le plan parfait, quoi. Sauf que, juste avant de filer, il y en a un qui crache son chewing-gum. Et voilà, c'est cette erreur qui va tout faire basculer. C'était le seul petit truc dont les enquêteurs avaient besoin. La question c'est, comment est-ce possible? Comment un pauvre chewing-gum mâché peut mener tout droit un suspect? Eh bien, pour comprendre ça, il faut aller voir de très très près, au cœur de ce qui nous rend absolument unique, notre ADN. Allez, on plonge au quart de la fameuse double hélice. C'est là, dans cette molécule qu'on retrouve dans presque toutes nos cellules, que se cache le véritable plan de la vie. Alors, l'ADN, de son nom complet acide désoxyribonucléique, c'est un peu le mode d'emploi ultime pour construire un être vivant. C'est simple, chaque cellule de notre corps en possède une copie. Et c'est ce code qui décide de tout, de la couleur de nos yeux jusqu'au moindre de nos traits uniques. Bon, évidemment, on n'a pas compris tout ça du jour au lendemain. Ça a pris des décennies. On le voit bien ici. Ça commence au 19e siècle avec la découverte des briques de base de l'ADN. Et puis, gros bond en avant dans les années 50 avec le travail absolument crucial de Rosalind Franklin et ses clichés au rayon X. C'est grâce à ces données que Watson et Crick, en 1953, ont enfin pu assembler toutes les pièces du puzzle et révéler cette fameuse structure en double hélice. C'était vraiment l'étape clé pour commencer à percer les secrets de l'ADN. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ADN, on ne le trouve pas qu'à un seul endroit dans la cellule. Il y a d'abord l'ADN qu'on appelle nucléaire, lui il est bien au chaud dans le noyau, et on l'hérite de nos deux parents, c'est notre plan génétique complet. Mais il y a aussi l'ADN mitochondrial, celui-là il est transmis uniquement par la mère, et son super pouvoir c'est qu'il est hyper résistant. C'est super important pour les enquêteurs quand ils tombent sur des preuves très abîmées, comme de vieux os. Bref, ça leur donne plusieurs cordes à leur arc. Ok, mais il y a un problème. Un gros problème même. Sur une scène de crime, la quantité d'ADN qu'on récupère est souvent minuscule, vraiment infime. Alors comment on fait? Comment les scientifiques peuvent-ils en obtenir assez pour pouvoir l'analyser? La solution, elle tient en 3 lettres. PCR, pour réaction en chaîne par polymérase. C'est une technique qui a tout révolutionné. Son petit surnom, c'est la photocopieuse moléculaire, et c'est une image parfaite. Depuis son invention en 1985, elle a, mais alors littéralement, tout changé pour la police scientifique. Alors, comment ça marche, cette photocopieuse? En gros, c'est un cycle en 3 temps. D'abord, on chauffe l'échantillon très fort pour séparer les 2 brins de l'ADN. C'est l'étape de dénaturation. Ensuite, on refroidit. Ça permet à des petites amorces de venir se coller sur les brins, un peu comme des marque-pages pour indiquer où commencer la copie. Ça, c'est l'hybridation. Et enfin, on réchauffe un peu et une enzyme spéciale, une sorte d'ouvrier moléculaire, vient copier l'ADN à partir de ces amorces pour fabriquer de tout nouveaux brins. C'est l'élongation. Et le truc génial, c'est qu'on répète ce cycle encore et encore. Et à chaque cycle, la quantité d'ADN double. Faites le calcul, après une 30aine de cycles à peine, on passe d'une seule brin d'ADN à 1 milliard de copies. C'est énorme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Même une trace complètement invisible peut être multipliée pour obtenir un échantillon énorme, prêt à être analysé. Ok, maintenant on a des milliards de copies. C'est super. Mais qu'est-ce qu'on cherche dedans, au juste? Qu'est-ce qu'on analyse? Eh bien, la réponse est assez surprenante. Regardez ça, c'est là que ça devient fascinant. L'analyse pour identifier quelqu'un, elle ne s'intéresse pas du tout à nos gènes, la toute petite partie de 2% de notre ADN. Non, les scientifiques se concentrent volontairement sur tout le reste, les 98% qu'on appelle l'ADN non codant. Mais pourquoi faire ça? En fait, c'est pour une question d'éthique et de vie privée. On veut juste identifier une personne, pas connaître ses prédispositions à des maladies ou d'autres infos perso qui sont dans les gènes. Alors, dans cet ADN non codant, il y a des petites séquences de code qui se répètent. Et ce qui est fou, c'est que le nombre de répétitions, il est différent pour chacun d'entre nous. C'est en mesurant le nombre de ces répétitions à plusieurs endroits précis de l'ADN qu'on arrive à créer un profil génétique qui est au final aussi unique qu'une empreinte digitale. Bon, c'est bien beau d'avoir un profil génétique unique, mais si on ne peut le comparer à rien, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'interviennent les fameuses bases de données nationales. En France, on parle du FNAG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et ce fichier, il est énorme. À la fin 2021, il contenait plus de 6 millions de profils.
Alors dedans, on trouve quoi? On trouve les empreintes génétiques de personnes qui ont été condamnées pour certains crimes, bien sûr, mais aussi toutes les traces ADN qu'on a retrouvées sur des scènes de crime et qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Et là, il y a un point super important qui concerne la vie privée. Dans ces fichiers, il n'y a aucun nom. 0. Chaque profil est juste un code barre complètement anonyme. La seule entité qui peut faire le lien entre un code barre et un nom, c'est l'autorité qui a fait la demande d'analyse au départ. C'est un système de protection essentiel. Et attention, ces bases de données ne servent pas qu'à résoudre des crimes, loin de là. On les utilise aussi pour identifier des personnes disparues ou les victimes de catastrophes comme un crash d'avion ou un tsunami. Ça sert aussi dans le civil pour les tests de paternité. Et puis ça dépasse les frontières. Grâce à des accords internationaux comme le traité de Prüm, les pays peuvent collaborer pour résoudre des affaires. Allez, on récapitule. Comment est-ce qu'on met tout ça bout à bout? Comment on passe d'une minuscule trace à un verdict au tribunal? Revenons à notre histoire de braqueur et de son chewing-gum. Le parcours de l'indice, il se fait en 4 grandes étapes. Étape 1, la collecte. On prélève la trace sur la scène de crime, par exemple la salive sur le fameux chewing-gum. Étape 2, l'amplification. Direction le labo où la PCR va faire des millions de copies de l'ADN. Étape 3, le profilage. C'est là qu'on analyse les zones non codantes pour créer le profil génétique unique. Et enfin, étape 4, la comparaison. On lance une recherche dans la base de données nationale pour voir si ça matche avec un profil existant. Et voilà comment une petite trace biologique qui semblait ne l'un valoir devient une preuve judiciaire incroyablement puissante. On le voit, la puissance de cette technologie est juste indéniable. Mais elle pose aussi des questions vertigineuses pour notre avenir. Notre capacité à lire et à analyser l'ADN progresse à une vitesse folle. La question qui se pose, c'est où est-ce qu'on doit fixer les limites? Jusqu'où peut-on et doit-on aller? C'est une réflexion de fond qui ne fait que commencer et qui redéfinit notre vision de l'identité et de la justice.